Bonsoir. Ce soir, dans le cadre de l'université permanente, nous recevons Jean Vigreux, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bourgogne. Cette année, l'université permanente a décidé de décentraliser un certain nombre de séances pour que ce soit pas tout à Paris, pour toucher d'autres publics, et en particulier le cycle histoire. Donc je me permets juste un petit point sur le cycle histoire. On était parti de la Révolution française il y a 3 ans, le court 19e siècle l'année dernière. Il s'agissait de passer au 20e, mais il y avait aussi le centenaire du parti. Donc on a décidé de faire 3 séances sur le centenaire du PCF. Donc ce soir, c'est la première des séances avec Jean Vigreux. Et je vous indique simplement, donc le 24 novembre, à Toulouse, Dimitri Manessis fera quelque chose sur le Front populaire à la librairie de la Renaissance. Et le 11 décembre, Édouard Sill travaillera sur la période 1934-1944, sur l'antifascisme en général. Et cette fois-ci, ce sera à la librairie Diderot à Nîmes, et en présence de Claude Mazorik. Donc, sur le centenaire du PCF, je vous recommande ce numéro de la revue Cause Commune qui est sorti cette année, qui regroupe un certain nombre d'interventions d'historiens, etc., mais aussi de militants. Et enfin, pour terminer, avant de laisser la parole à Jean Vigreux, voilà l'ouvrage qu'il a publié avec Roger Martelly et Serge Volikov cette année, donc Le Parti Rouge, une histoire du PCF 1920-2020. Voilà, donc vous en direz sans doute quelques mots. Et voilà, je vous cède la parole. Merci, et puis peut-être qu'on peut, comme on est citoyen, on peut se tutoyer. On n'est pas obligé de mettre le vous. Le tutoiement de la Révolution française, enfin, j'y suis profondément attaché et vous verrez pourquoi. D'abord, merci pour cette invitation. C'est sympa de revenir à Besançon. J'ai été prof à Besançon 4 ans. J'ai fait 4 ans à la fac en bas. Donc, j'ai toujours plaisir à venir à Besançon. Puis on travaille à quelques-uns sur des projets en commun, même si ça va changer. Mais on a travaillé ensemble sur différents projets. Alors, la conférence qu'on m'a demandé de vous faire, c'est en gros de la naissance du PC jusqu'au Front populaire. Essayer de tracer de 1920 à 1936, 16 années riches, fondamentales, et on va essayer de replacer tout ça dans un contexte international, pas simplement dans un contexte national. Je crois beaucoup à l'histoire par jeu d'échelle, qui va du local au national, du national à l'international, et puis aussi de l'international au local, de penser ces imbrications, de penser au maximum ces influences des uns des autres. Alors sur l'introduction, en quelque sorte, sur cette première vignette, vous avez 1920-2020, 100 ans du PCF, l'affiche de la conférence, une affiche de la 3e internationale qui était pour son 3e congrès en 1921, longue vie à la 3e internationale, et puis une carte d'adhérents du Parti communiste et ses ficés, donc section française de l'internationale communiste de 1924, au moment de la bolchevisation, et avec bien sûr le symbole classique de la faucille du marteau, mais aussi de ce soleil radieux, et vers l'idée d'un monde meilleur que l'on présente le plus souvent dans l'imaginaire et dans l'image et dans l'iconographie qui est largement utilisée par la propagande communiste du 1er XXe siècle. Simplement, par rapport à cela, pour cette naissance, il faut bien la comprendre dans l'onde de choc des révolutions russes de 1917 à 1920. Et ces révolutions russes, c'est pas comment elles sont connues dans le détail, c'est comment elles sont perçues. C'est-à-dire comment on reçoit la révolution russe en France. Les révolutions russes, il n'y en a pas qu'une, on sait bien que c'est de février à octobre et tous les enjeux, et que cette ère de 1917 ouvre dans l'Europe, mais également à l'échelle mondiale, une contestation globale par des grèves, par des mutineries, parce que la deuxième chose dans laquelle on est, c'est la Grande Guerre, entre guillemets. Je mets des gros guillemets à Grande Guerre parce que c'est la vision française et c'est la vision des vainqueurs, mais c'est la Première Guerre mondiale, la guerre totale dans laquelle on est depuis 1914. Donc deux éléments vraiment importants pour permettre de comprendre les enjeux de la naissance du Parti communiste, la section française de l'internationale communiste comme on l'a vu, la révolution, les révolutions russes, et deuxième, la Première Guerre mondiale. Alors sur cette révolution russe, plusieurs éléments. D'abord, cette affiche de 1918 qui redéfinit la dictature du prolétariat, et je l'aime beaucoup parce qu'on a toute l'iconographie et toute la naissance de la révolution. À la fois parce que
on a cette porte qui rappelle aussi l'Antiquité, hein, les limites entre deux mondes, entre un monde ancien et un monde nouveau. Et vous voyez, le monde ancien, ben, il est foulé. C'est celui des tsars, c'est celui des popes, c'est celui des couronnes, c'est celui de l'ancien monde, de la noblesse russe, etc. Et il est sauvé, ce monde, par celui qui forge le monde nouveau, le forgeron, et on le retrouvera souvent dans l'iconographie communiste sur le 1er XXe siècle, et l'autre, le paysan, le moudjik, le krestin, donc chrétien russe, et d'ailleurs une des branches de l'internationale communiste qui naît en 1923, c'est le Krestintern, l'internationale paysanne rouge. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais peu importe. Et donc ils ouvrent le monde, ils gardent le monde vers un monde radieux où le soleil est là, où les masses avancent, et on est en train de construire quelque chose de neuf. Il y a cet immense espoir qui est présent dans ces affiches. Sinon, là, comment, en fin de compte, la première conférence de Moscou, qui réunissait essentiellement des Russes, mais quelques délégations étrangères qui étaient présentes, qui lancent la naissance de l'internationale communiste. Pourquoi ça a lieu en mars 1919? Mais tout simplement, c'est que Lénine, par rapport à l'enjeu de la révolution russe et l'enjeu de, comment dirais-je, de la représentation du mouvement ouvrier à l'échelle internationale, voit renaître la deuxième internationale à Berne, voit renaître d'autres formes d'internationalisme, mais il prend date en quelque sorte pour dire on fonde l'internationale communiste. Et avec cette belle affiche de 1920 qu'on connaît tous, Lénine fait le ménage, hein, les peuples, les capitalistes et je dirais aussi les tsars, à l'échelle mondiale, parce que c'est un message universaliste. Et comme quoi le coup de balai, hein, c'est quelque chose d'ancien. Et même, d'ailleurs, c'est repris dans les images de la Première Guerre mondiale, puisque vous aviez des affiches françaises qui mettaient un coup de balai, le coq gaulois mettait un coup de balai aux Prussiens. Donc comme quoi, déjà, dès le début du XXe siècle, on a des transferts d'images, des transferts culturels importants. Et donc, du coup, comme ça se joue dans l'internationale communiste, c'est vraiment au deuxième congrès, en 1920, que naît le Parti mondial de la Révolution. C'est en juillet 1920, et ça va jouer sur l'ensemble des partis socialistes à l'échelle mondiale, et en particulier à la SFIO, j'y reviens dans un instant, la section française internationale ouvrière, avec une organisation centralisée du parti. Vous avez l'organigramme, tant pis, on ne va pas le détailler, mais qui vous présente la structure et les statuts qui sont mis en place, avec une langue commune, l'allemand, parce que pendant très longtemps, on espérait pouvoir mettre le siège à Berlin, d'autant plus que c'est par rapport à Marx, c'est par rapport à Engels, c'est par rapport aux matrices, je dirais, politiques, et même à la social-démocratie allemande. N'oublions jamais que Lénine est inspiré par Kautsky et la vision du parti qu'avait Kautsky sur l'histoire du mouvement ouvrier. Mais à ce deuxième congrès de l'internationale communiste, qu'est-ce qui est décidé? Il est décidé de créer des partis communistes qui se coupent véritablement des anciens partis socialistes, qui se coupent des réformistes, qui se coupent de ceux qu'on appelle les centristes, et en particulier en France, Longuet, qui était le petit-fils de Marx, si l'on veut, et de ce point de vue-là, on est au cœur vraiment d'une volonté de couper avec les anciens, et c'est quelque chose qui est assez difficile à prendre en considération, parce qu'en France, au départ, ceux qui étaient pour l'adhésion à l'internationale communiste, les premiers communistes, c'est-à-dire Loriot, Souvarine, ils étaient vraiment minoritaires dans le parti. La majorité était centriste, au sens entre la droite du parti SFIO et la gauche loriotiste. Et ces centristes, eh bien Longuet, qui s'était retiré de la deuxième internationale au congrès de Strasbourg en février 1920, se rapprochait plus ou moins de la troisième internationale, mais avec des réserves. Et c'est ce qui va se jouer au congrès de Tours, adhésion sans réserve, adhésion avec réserve ou refus d'adhésion, les trois tendances qui sont largement présentes et qu'on va retrouver dans un instant. Et face à ça, eh bien, il a été clairement énoncé au deuxième congrès, il ne faut pas de lien avec les centristes, il ne faut pas de lien avec ceux, entre autres les longuettistes en France. Donc, c'est ce qui va se jouer au congrès de Tours, j'y reviens dans un instant. Et puis, deux autres éléments du contexte. N'oublions pas que la Première Guerre mondiale a marqué durablement les esprits en Europe et en particulier en France, non seulement parce qu'on a eu des conférences socialistes internationales de Zimmerwald et puis ensuite de Kiental, 1915-1916, ces ultra-minoritaires au sein des partis socialistes qui refusaient la guerre, le refus de la guerre. N'oublions jamais qu'en 1912-1913,
l'internationale socialiste disait guerre à la guerre, était contre la guerre, et que l'union sacrée qui est faite en France au moment de l'assassinat de Jaurès emmène les socialistes, emmène le mouvement ouvrier dans la guerre et dans les enjeux de la guerre. Même chose en Allemagne, même chose à l'échelle européenne, sauf quelques petits partis, et bien sûr du côté de la Russie, les bolcheviks qui refusent la guerre. Donc ça, premier aspect, les minoritaires qui s'opposent pendant la guerre à la guerre. Et comment on va sortir de la guerre. Deuxième aspect, ce monument de Jansiou, donc on est au cœur, je dirais, du plateau des Mille Vaches, que vous connaissez sans doute, et avec ce monument, il y en a peu, il y en a 5% au total, mais que maudite soit la guerre. Un refus, un pacifisme très fort et un refus de la Première Guerre mondiale. Et ce refus de la Première Guerre mondiale va réveiller d'autres débats. Le débat réforme-révolution, le débat contre le ministérialisme, puisque l'Union sacrée a permis à différents socialistes d'entrer au gouvernement, de participer à l'Union sacrée, même si en 17 se retire en tant que tel, on est au cœur de ce combat à la base entre militants et ministérialisme, et parfois parlementarisme, c'est ce qui va se jouer à Tours. Et tout ça se joue au moment où, certes, la France est victorieuse, donc je ne reviens pas sur les traités de paix et tout ce qui se joue avec les traités de Versailles et toute cette logique, en gros, malheur aux vaincus, pour faire vite, mais de l'autre côté, on a des élections en France, la SFIO présente un programme d'obédience marxiste, rédigé par Léon Blum, on retrouve des enjeux très importants qui définissent et qui redéfinissent le socialisme. La SFIO fait un très beau score, elle a plus de voix qu'en 1914, mais le mode de scrutin fait qu'elle a moins d'élus qu'avant la guerre, et c'est une immense déception dans le mouvement ouvrier, c'est une immense déception en France de ces élections. Et pourquoi? Parce que d'abord, cette affiche que vous connaissez tous, comment voter contre le bolchevisme, éditée par le groupement économique, c'est-à-dire par le patronat français, présentait la SFIO en 1919 comme d'hirsutes révolutionnaires, moudjik, révolutionnaires qui allaient amener à la révolution en France. Donc il y a tous ces enjeux, je dirais, de propagande et contre-propagande qui permettent de concevoir le contexte dans lequel on se place. Alors revenons sur le congrès de Tours. Le congrès de Tours, c'est du samedi 25 décembre au jeudi 30 décembre 1920. Aujourd'hui, ça ferait sourire de mettre des congrès à cette période-là, au regard des fêtes et de tout ce que l'on peut imaginer, etc. Mais n'oublions pas que l'humanité titrait la Noël socialiste, et donc on est au cœur de cet événement. Alors le congrès de Tours, voilà, oui, je vous ai présenté des photos qu'on connaît tous très bien de ce congrès de Tours, pour resituer un petit peu la présence des délégués en bas, la présidence, la tribune et les orateurs, avec les assesseurs, j'y reviendrai peut-être dans un instant, avec les grandes branle-molles prolétaires de tous les pays, unissez-vous, reprenant compte les enjeux de l'internationalisme ouvrier depuis le XIXe siècle, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et avec deux affiches de Jaurès, qui étaient celles de la campagne de 1919, qui avait été utilisée par la SFIO pour la campagne électorale. Le public dans les tribunes, et on voit bien que le public peut interpeller les délégués, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de silencieux, mais vous avez tous vécu des congrès, j'imagine que c'est assez intéressant sur cette présentation. Mais on sait très bien qu'à l'arrivée donc la voilà dans sa globalité, la photographie, donc à la salle du manège à Tours, on sait très bien que lorsque le congrès a lieu, que de toute façon, la majorité des militants de la SFIO qui ont plus de 5 ans de parti, parce que souvent on dit c'est les jeunes adhérents qu'on fait voter à l'Internationale communiste. Non, il fallait avoir 5 ans de parti pour pouvoir voter à l'époque. Donc 5 ans, 1920 remonte à 1915. Bien sûr, c'est au cœur de la guerre, c'est sur les enjeux de la guerre. Mais la majorité des militants avaient voté à plus de 70% l'adhésion à la Troisième Internationale. Et que la motion dite Cachin-Frossard, puisque eux étaient centristes, avait rallié le groupe Loriot, le groupe de l'extrême gauche, on va dire, du parti, à partir entre février, le congrès de Strasbourg, et juillet 1920, où ils sont allés au deuxième congrès de l'Internationale communiste, et ils ont accepté, en fin de compte, cette logique d'adhésion à la nouvelle internationale. Simplement, sur la photographie, je suis désolé, on ne le voit pas très bien, mais là, jamais on l'avait repéré. Vous avez Ho Chi Minh, on le voit ailleurs, dans des photos
du Congrès, mais il est sur celle-ci. Alors, les délégués, majoritairement, sont ceux de l'adhésion à la Troisième Internationale. Ceux qui étaient pour une adhésion avec réserve, Longuet, c'est la deuxième motion. Et puis la troisième motion, celle qu'on appelait la résistance, était emmenée par Paoli, Blum, en fin de compte, ceux qui refusaient de passer à l'adhésion à la Troisième Internationale. Mais ce congrès, en fin de compte, on le présente souvent comme un drame, on le présente comme la scission. Oui, parce que la SFIO, c'est récent, l'unification des socialistes, c'est 1905. C'est 15 ans auparavant. Quand Jaurès réunit toutes les familles du mouvement ouvrier, jusqu'alors, elles ne l'étaient pas. Eh bien, il ne faut pas croire que ce congrès, en fin de compte, rien n'était joué. Tout était joué à l'avance. Mais c'était comment, en fin de compte, on adhérait. Est-ce qu'on emmenait les centristes avec l'ensemble, ceux qui voulaient une adhésion avec réserve, avec l'ensemble ou pas? Ça, c'était la première question. La deuxième, c'est très rare dans le mouvement ouvrier, à l'échelle internationale, qu'un parti majoritairement adhère à la Troisième Internationale. À chaque fois, c'est des minorités. En Grande-Bretagne, c'est une extrême minorité qui va fonder le Parti communiste anglais, britannique. Le Labour Party restant attaché aux valeurs de la Deuxième Internationale. En Italie, même chose. Si au départ, année 1919, c'est tout le Parti socialiste qui adhère à l'international, il y a un congrès à Livourne en 1921 où c'est simplement l'extrême gauche du parti qui adhère à la Troisième Internationale. Et on pourrait décliner ça, même en Allemagne, bien sûr, avec les événements révolutionnaires que l'on connaît en Allemagne, avec les enjeux du luxembourgisme, où Liebknecht et Luxembourg sont assassinés dans plusieurs épisodes révolutionnaires. Il y a plusieurs partis communistes qui naissent, il n'y en a pas qu'un. Et c'est à chaque fois des minorités. En France, c'est une exception, c'est la majorité des militants de la SFIO qui décident d'adhérer à la Troisième Internationale. Et ça, c'est, me semble-t-il, un des éléments assez importants. Alors, bien sûr, dans ce congrès, si tout était joué à l'avance, on aurait pu suivre le congrès comme il allait se dérouler, sauf que les militants qui voulaient l'adhésion à la Troisième Internationale, dès le premier jour, changent totalement l'ordre du jour en disant, d'abord, on parle de ça. D'abord, on met sur la question centrale, c'est l'adhésion à la Troisième Internationale. Et ça va être, pendant 2-3 jours, tous les délégués de chaque fédération qui vont venir à la tribune pour dire comment ils ont voté. Et à chaque fois, vous aviez deux noms, un majoritaire et un minoritaire qui s'exprimaient. Et parfois même, c'était un délégué tout autre qui représentait une fédération. Par exemple, la Côte d'Or, d'où je viens, n'avait envoyé aucun délégué. C'était Frossard qui représentait la Côte d'Or. Donc ça arrivait, il y a 5-6 fédérations qui ne sont pas représentées dans l'ensemble. On connaît ça, ça avait été montré en son temps par Annick Riegel et puis plus tard par le gros livre aux éditions sociales de Jean-Charles, qui était ici il y a quelques années, et puis tous les autres, toute l'équipe, pensons à Jacques Giraud, enfin, etc. L'ensemble de ceux qui avaient fait cet ouvrage, on avait le congrès, on le voyait, on avait l'essentiel. Me semble-t-il, ils avaient oublié tous les délégations des fédérations des colonies. Fédération tunisienne, les fédérations d'Algérie, fédération d'Indochine. Et la question coloniale était aussi au cœur des préoccupations. Même si dans le congrès, celui qui devait parler pour l'Algérie, Charles-André Julien, il doit se taire parce que c'est l'arrivée de Clara Zetkin. Parce qu'effectivement, ce congrès se fait avec 2 coups de théâtre. Le télégramme de Zinoviev, qui dit on ne veut pas des centristes, on ne veut pas de Longuet. Et puis Clara Zetkin qui vient à la barbe de la police française, à la barbe de tout ce que l'on peut connaître, etc., et qui fait une intervention de 20 minutes dans un français, certes peut-être avec un accent marqué, mais dans un français impeccable, et qui pose les jalons de cette adhésion en tant que telle. Alors pour le congrès, revenons rapidement, vous avez Paoli, délégué de la Corse, Jules Blanc, délégué de la Drôme, et la citoyenne Yvonne Sadoul, la femme de Sadoul, qui lui était un des premiers communistes français qui était présent en Russie à ce moment-là, et elle était donc assesseure lors du congrès. Et vous voyez ces photographies, parce que l'intérêt du congrès tour, on a plein de photos, et c'est l'avantage aussi du XXe siècle, c'est qu'on passe à l'image, et qu'on n'est pas simplement dans les textes. Et ils sont tous repris dans la presse, quelle que soit la presse, que ce soit une presse militante, l'Humanité, le Populaire, pour la SFIO, ou que ce soit Excelsior, que ce soit le Petit Parisien, etc. etc. Donc, au-delà du congrès, des délégués, la citoyenne Lucie Colliard, déléguée du Calvados, institutrice, qui avait été révoquée parce que révolutionnaire, très à gauche dans la SFIO, proche de Loriot, Souvarine, mais qui a un rôle fondamental, et surtout
des femmes dans ce congrès. Certes, elles ne sont pas nombreuses, elles sont 7-8, alors qu'elles n'ont ni le droit de vote et qu'elles n'ont pas le droit d'être élues. Et qu'on est au cœur d'un processus important de reconnaissance de tous les dominés. Et la SFIO étant dans cette logique-là. Même si je me suis amusé à recompter le nombre de délégués ouvriers, hein, sur l'ensemble des délégués, vous aviez 34 ouvriers. Alors on pourrait rajouter ceux qui étaient permanents du parti, ceux qui avaient été élus députés et ceux qui avaient un rôle aussi dans le syndicat, mais de permanent, ce qui fait dire, et je reprends là les chiffres de Jacques Giraud, plus de 70 ouvriers. Mais c'est rien par rapport aux 300, 280, 310 délégués. Après, si on fait un compte global, on n'a pas tous les mêmes choses, parce que souvent on oublie les délégués de la nouvelle internationale communiste des jeunes, puisque la jeunesse socialiste, quelques semaines avant, était passée à la jeunesse communiste. On oublie les délégués parlementaires et on oublie aussi les délégués du parti en lui-même dans le décompte. Mais bon, peu importe. Ce qui fait quand même, ce n'est pas la majorité des ouvriers. La majorité, elle est plus dans les classes moyennes ou chez les instituteurs, les professeurs, les avocats, les médecins. On a même quelques patrons qui sont présents. Et comment on le sait, ça? Parce qu'on a les archives de police maintenant qui sont accessibles. Dans les hôtels, quand ils arrivaient, la police vérifiait qu'est-ce qui était là. Et on a toutes ces fiches qui nous donnent les professions. Alors bon, la fameuse photo que l'on connaît tous de Chimine qui va intervenir, mais ce n'est pas l'intervention la plus importante dans le Congrès, mais qui va poser quand même cette question, de la question coloniale, de la question des peuples anamites et des peuples dominés, et de la domination et de ce foyer qui devient en quelque sorte les espérances pour plus tard, j'y reviendrai. Et puis bien sûr, les discours connus et importants, celui de Cachin, qui revendique la logique de l'adhésion. En plus, dans ce congrès, il y a aussi toutes les photos extérieures. Et ces photos extérieures, elles sont très intéressantes parce qu'on voit les délégués sortir, et la plupart du temps, cravate, chapeau, costume. On est endimanché quand on va au congrès. Il y a quand même toute ce que j'appellerais une sociabilité particulière du congrès. Sauf, on va voir quelques ouvriers, je vous les montrerai tout à l'heure, qui ont choisi quasiment la tenue carrément des bolcheviks, casquettes, et qui représentent des éléments assez intéressants. Je ne reviens pas sur l'arrivée de Zetkin vue dans la presse, etc. L'adhésion, bien sûr, décidée par 3252 mandats, parce qu'il y avait 3208 plus les 44 d'un amendement haineux qui était plus à gauche, et puis de l'autre côté, le refus, puisque Longuet-Paul-Fort, 1022 mandats, c'était l'adhésion avec réserve, et puis Presseman qui les rejoint, et puis du coup Blum n'avait même pas présenté son texte. En revanche, ce congrès, il est suivi aussi par la presse de droite. Le Figaro a ses délégués au congrès, toute la presse, je dirais nationale, est présente. Et là, le Pèlerin, assez intéressant, c'est un peu avant le congrès, mais vous voyez la troisième internationale et le loup, la représentation, la poule socialiste qui couvre ses poussins, et ceux qui vont vers le loup, et puis ceux qui seront dévorés, etc. Enfin, il y a tout un discours assez particulier d'un anticommunisme virulent et d'un anti-socialisme virulent sur la période. Et le petit journal du 27 décembre 1920, où on voit cette caricature, où en gros, c'est Lénine qui donne les ordres depuis Moscou, et tout le monde vient au rapport et est caporalisé. Alors pourquoi je ne reviens pas sur la résolution qui est adoptée à plus de 70%, à cause des 21 conditions. Parce que ce qui faisait le tri entre réformistes et nouveaux révolutionnaires, ce qui faisait le tri entre anciens socialistes et nouveaux socialistes, en quelque sorte le socialisme régénéré, la régénération du socialisme, c'était ces 21 conditions, et qui étaient très dures. Si on les relie dans l'ensemble, vraiment, il y a des enjeux du don de soi, presque, on pourrait dire, à l'organisation en tant que telle. Alors, pour cela, si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de la Fondation Gabriel Péry. On a fait une exposition numérique sur le centenaire. C'est gratuit, il y a plein de documents et tout. Mais surtout, je voulais vous emmener voir ça. Voilà. On va y arriver. Yes. On va descendre là. Je voulais vous présenter, ça ne dure pas longtemps. Mais, grâce... Alors, on va essayer de l'agrandir. Voilà. Bon, il y a une belle faute, il n'y a pas le S. Grâce à
la fondation Albert Kahn. Albert Kahn avait fait des films à la connaissance du monde au tournant du XXe siècle, aller filmer les peuples, aller filmer tous ceux qui étaient dominés et tout. Et bien, il y a un film sur le congrès de Tours de 4 minutes et où on voit la sortie du congrès, la salle du manège qui était à côté d'une église, et on voit bien sûr la banderole du congrès à l'entrée, et puis ce que je vous disais, le rôle de la presse, le rôle du journal, le journal étant véritablement fondamental, important, et la plupart c'est l'Humanité, le journal fondé par Jaurès. Il y a quelques populaires, il faudrait zoomer de manière plus importante, et puis vous voyez quand même les tenues là, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure. En plus il faisait froid, donc on a des fourrures, on va voir même des femmes très élégantes, de nombreuses femmes présentes très élégantes, on verra ça. Et puis quelques jeunes comme celui-ci et d'autres qui vont arriver, casquette et tenue. Alors il y a un militaire, est-ce qu'il est là pour surveiller? Sans doute, il y avait une police assez impressionnante, mais regardez comment ils sortent. Sont des parlementaires, certains ont même eu pendant l'Union sacrée des postes importants, soit dans les ministères ou soit dans l'État, etc. Donc on est au cœur de ces représentations. Je le laisse passer, mais je voulais vous le présenter, parce que c'est le centenaire quand même, et c'est un film que vous n'avez pas forcément vu, et je pense qu'il est important de le regarder devant. Voilà, les femmes, la présence des délégués. Là, c'est l'arrivée de Paul Boncourt, donc filmé dans la rue. À plusieurs reprises, il y a quelques montages particuliers. Donc, le voilà, Paul Boncourt. Alors, c'est pas Blum. On pourrait croire que c'est Blum, mais c'est pas du tout Blum. Blum, on le verra après dans le film. Alors, on l'a pas identifié. Blum, il arrive ici. Le voilà. Et là, aux côtés de Paul Boncourt. C'est marrant, les représentations et les gens n'étaient pas forcément connus par le caméraman. Voilà, il y a des rentrées des délégués. Là, c'est l'entrée. Blum arrive, encore Blum. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est aussi la manière dont on filme. On pose, comme on faisait des photographies, comme on avait l'habitude des photos. Là, c'est Longuet, un Longuet assez grand. Bon, on va peut-être... il reste beaucoup. Je vais quand même vous le passer en entier, parce qu'il y a des... 350, c'est pas bon. Comment? Si vous laissez passer les 350, ça va faire un peu... Non, on va passer les 350 congressistes, mais c'est que vous voyez les tenues et comment étaient les délégués. Voilà, c'était surtout ça qui m'intéressait. Ouais, bon, on va l'arrêter, ce sera plus simple. Hop, voilà. Et du coup, ce nouveau parti qui naît récupère l'Humanité, récupère aussi l'organe paysan, la voix paysanne. Et bon, je ne reviens pas sur les enjeux. La plupart des parlementaires restent à la SFIO, très peu sont au Parti communiste, et majoritairement, il faut reconstruire les fédérations. Mais celle-là, je voulais vous la présenter, cette affiche, parce que bien sûr, il y a Rapoport, il y a tous ceux qui ont été à la fondation du parti, et Brion et tout, et Renou, Parti socialiste, groupe de chefs, section française de l'Internationale communiste. Parce que pendant quelques mois et quelques années encore, il va s'appeler Parti socialiste, section française de l'Internationale communiste. C'est pas tout de suite le mot de Parti communiste. Il ne faut jamais le perdre de vue, parce que ça permet aussi de comprendre la filiation avec l'héritage jaurétien. Bon, ayant évoqué d'un parti à l'autre le choc de la guerre, l'impact des révolutions russes, et il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais dont il aurait fallu parler, mais je me dépêche, puisqu'on avait dit que c'était 45 minutes, donc je fais attention, c'est quand même le réveil du mouvement ouvrier en 1919 et 1920. Que si j'ai dit tout à l'heure que le Bloc national avait gagné les élections avec une logique, la Chambre bleue horizon est très dure, présentée à tout le mouvement ouvrier comme des révolutionnaires dangereux à la botte de Moscou, il n'empêche qu'il y a eu des grèves, il n'empêche qu'il y a eu de grandes grèves, et en particulier celles des cheminots, mais qui sont révoquées. Ils seront tous révoqués. Ils ne seront amnistiés qu'au moment du Front populaire en 1936. 1920, 1936, 16 ans pendant lesquels ils ont été brisés, cassés. Et c'est pour ça d'ailleurs que les cheminots après feront plus grève. Petit astérix, désolé, je change de ma chronologie, mais en 1936, il n'y a pas de grève des cheminots. Les cheminots n'entrent pas dans le mouvement. Ils ont en mémoire ces dures répressions de 1901.
Il ne faut jamais perdre de vue que c'est une répression violente contre le mouvement ouvrier qui s'abat en 1920. Et ce qui permet aussi de comprendre eh bien, la radicalisation, comme le disent certains, de la SFIO, c'est-à-dire des militants qui ras-le-bol du parlementarisme, ras-le-bol du ministérialisme, ras-le-bol de ce qui s'est passé avec la guerre, et puis ras-le-bol d'être révoqué, etc., etc. Donc tous les enjeux, en quelque sorte, de cette matrice qui permet l'adhésion. Et vous avez vu, je n'ai pas parlé de greffe bolchevique, comme ça a été une thèse un temps d'Annie Kriegel, même si elle n'est pas tout à fait ça, c'est une caricature de le présenter comme ça. Je considère que ça vient aussi, c'est les travaux les plus récents, et entre autres du Colombier et d'autres, d'une régénération du socialisme français. La régénération après les événements de la guerre, après le passif de la guerre, de ces gueules cassées, de ces morts, de l'usage du progrès pour une guerre totale, alors que depuis le 18e, on avait une vision scientiste et progressiste de l'histoire. Eh bien, tout ce qui a été fait dans le cadre de la révolution industrielle a été utilisé dans la mort de masse pour la Première Guerre mondiale. Alors voilà, on a posé les bases de la naissance et on va essayer de continuer jusqu'au moment du Front populaire. Rapidement, en chronologie, 1923, Frossard quitte le parti, ou je dirais du parti plutôt, tout simplement parce qu'il y a une 22e condition qu'on a oubliée pendant longtemps et qui apparaît c'est Trotsky qui met un oukase à l'international communiste, on ne peut pas faire partie de la Ligue des droits de l'homme et de la franc-maçonnerie. Alors que, quand on travaille sur les délégués présents au Congrès, ou quand on travaille sur les pères fondateurs du Parti communiste, Cachin était franc-maçon. Camelina, le vieux militant de la Commune de Paris, qui selon la légende aurait donné l'humanité au parti, pas si simple que ça, et là la thèse d'Alexandre Courban avait très bien montré ce qui s'était joué, c'est autre chose, mais bon, peu importe, chacun reprenait ses légendes. Eh bien tous ceux qui sont francs-maçons dégagent, n'ont plus rien à faire dans le nouveau parti, qui est en train de se durcir, qui est en train de prendre la voie de la bolchevisation, même si c'est 1924 que ça paraît en tant que tel. J'y reviens dans un instant. Et puis, sur cette chronologie dans l'entre-deux-guerres, 1928, le 6e congrès, qui est fondamental, qui définit l'économiste d'origine hongroise Eugène Varens. Et là, le Parti communiste français aura un rôle de laboratoire dans l'international communiste, avec Eugène Fried et Thorez, ce qui va amener au Front populaire. J'y reviendrai tout à l'heure avec la chronologie, on reprendra cela plus tard. Mais qu'est-ce qui constitue, en fin de compte, ce PC de l'entre-deux-guerres des années 20 ? Certes, dans un premier temps, on a un reflux des militants, j'y reviens dans un instant. Ce n'est pas la grande adhésion du congrès de Tours. Petit à petit, on va voir si ça va se retirer, pour plusieurs raisons. D'abord, 1921, n'oublions jamais que l'international communiste propose de faire le front unique avec les socialistes. On venait de se séparer avec eux. Mais pourquoi ? Parce que c'est le reflux révolutionnaire, c'est la NEP, c'est des enjeux qui permettent aussi de comprendre des logiques tactiques. Et ça passe pas à la base en tant que tel. Deuxième chose, le sectarisme forme bolchevisation qui va virer aussi, entre autres, Souvarine, Loriot, les premiers fondateurs. Je ne reviens pas là-dessus. Mais ce qui va construire, c'est l'identité du parti. La culture ouvrière et l'ouvriérisme, ça c'est fondamental. Et puis aussi la dénonciation du colonialisme. Là, vous avez les Cachin jetés en prison par la bourgeoisie pour s'être dressés contre la guerre criminelle du Maroc. Oui, toute la guerre du Rif, la guerre du Maroc sont des mobilisations importantes du PC. Autre mobilisation, au-delà de la classe ouvrière et de l'ouvriérisme, je disais, on peut le retrouver jusqu'en 1931, 100 ans de domination française, c'est-à-dire sur les logiques de l'exposition coloniale, et face à l'exposition coloniale, on a une contre-exposition par le mouvement Dada, le mouvement surréaliste soutenu par le PC. Alors, certes, ce n'est pas beaucoup, ils sont peu nombreux, mais ça participe de cette identité. Et puis, troisième identité, bien sûr, les femmes. La défense des femmes, non seulement dans la Semaine internationale des femmes, contre la vie chère, contre la guerre, etc., mais sur les droits de la femme et les droits politiques de la femme. Et n'oubliez pas que le Parti communiste est le premier parti, enfin la SFIC, devenu SFIC en 1923, est le premier parti qui va présenter des femmes aux élections municipales. Prenons l'exemple, entre autres, à Douarnenez, les sardinières qui ont fait une grande grève et un grand mouvement ouvrier, on les présente aux élections municipales. Alors bien sûr,
elles ne sont pas élues, puisque le préfet applique les textes et applique les lois. Elles ne peuvent pas être éligibles, puisqu'elles ne sont même pas électrices. Mais c'est la logique dans laquelle l'identité communiste va se forger dans ces années 20. Oui. Il y en a une qui a été élue. Oui, Elles elles sont élues, mais par le préfet, elle a été élue. elles sont élues, mais elles ne peuvent pas siéger. Elles sont validées par le peuple. ouais, ah bah oui, validées par le suffrage. Oui, je suis d'accord avec vous. Puis dans d'autres endroits, hein, c'est celui qu'on présente assez souvent. Mais sauf que on peut être élu, mais on ne siège pas. Elle n'a pas le droit de siéger. Donc, à la fois, oui, ça ouvre des possibles, mais ils ne sont pas complètement ouverts, quoi. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc, identité ouvrière de la classe ouvrière. En plus, il ne faut jamais oublier qu'à côté du parti, il y a la CGTU, la Confédération Générale du Travail Unitaire, donc scission en 1921 de la CGT, et qui a un rôle parfois plus important que le parti, puisque on va voir tout de suite les enjeux des effectifs, l'évolution du communisme et du socialisme français. En 1920, bon, il y a 110 000 adhérents à la SFIC et que 30 000 à la SFIO, hein, c'est-à-dire ceux qui restent. Et en 1931, plus que 29 000 à la SFIC et 125 000 à la SFIO. On a un chassé-croisé qui s'est joué. Pourquoi? Vous avez eu deux choses entre-temps, la bolchevisation et la période classe contre classe. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Et que l'étiage du parti, on y revient dans un instant, hein, ce sera 1932 et 1933. C'est vraiment la partie la plus faible d'un point de vue militant. En revanche, c'est la CGTU qui va jouer ce rôle dans la société et qui aura plus de poids dans la société que n'avait le parti. Sur les syndicats, 21 330 000 pour la CGTU, 32-33, 258 000, et vous voyez par rapport aux 29 000 de tout à l'heure, alors que la CGT, on va dire, est en gros à 500 000 adhérents sur la période. Et si l'on voit mieux, alors je suis désolé, le tableau c'est trop petit, il faudrait qu'on le zoome, les effectifs de la SFIO puis du PC, le plus bas, c'est ce que je disais, alors je vois même pas, alors je vais regarder sur mon écran parce que je ne le vois pas sur le tableau, c'est 1933 avec 28 406 adhérents. Mais bon, les chiffres, je vais mieux les reprendre là-dedans, ce sera plus simple. Je suis désolé sur la qualité, je pensais que ça apparaissait plus gros, je n'ai pas fait attention à ça. Donc dans les annexes, on a fait toutes les annexes avec le nombre d'adhérents et le nombre de militants. C'est le début. Pardon, voilà, les effectifs. Donc, le plus bas, c'est 1933 avec 28 446 adhérents. Donc, on voit bien que là, c'est même pas un par commune. Puisqu'à l'époque, il y avait encore 36 000 communes. C'est qu'aujourd'hui, il n'y en a plus 36 000. Mais c'est même pas un par commune. Et au-delà de ça, bien sûr, il faut regarder l'implantation. Et la carte de l'implantation, j'y reviendrai tout à l'heure, les matrices, elles sont quand même assez intéressantes. Et l'autre aspect, c'est le poids du parti dans la Troisième République avec les élections et avec les enjeux des différentes élections. 1924, 885 000 voix, 26 sièges sur 626, et 9,8% des exprimés. Vous avez les inscrits et les exprimés. 1928, 1 066 000 voix, mais classe contre classe n'a pas encore ses effets. C'est en 1932 qu'on le voit, puisqu'on descend à 796 000 voix, et que 8,3 des exprimés, et que 10 députés sur 615. En revanche, le Front populaire change la donne. Je ne reviens pas là-dessus, on en reparlera tout à l'heure. On double quasiment les voix par rapport à 24, de 880 à 1,5 million. J'exagère en disant doubler, mais c'est presque ça. 800, ce serait un 6 ou un 7 avec le 8. Mais on est à 15,3 et 72 députés sur 618. Et là, il y a vraiment une rencontre au moment du Front populaire entre la nation, la société française et le Parti communiste. Mais avant de revenir sur ces chiffres, il faut comprendre ce qui se joue. Quelle est la différence au cours de cette période? Qu'est-ce qui fait que le Front populaire, ça va fonctionner? Qu'est-ce qui fait que, en fin de compte, certes, la période de l'étiage de 28-32 est importante. En plus, c'est difficile de militer à cette époque. Il ne faut jamais perdre de vue que vous pouviez être jeté en prison à tout moment donné. Aujourd'hui, on a beaucoup... Oui, je le dis quand même. Aujourd'hui, on a plus de liberté qu'à cette époque-là.
même si on sait qu'il y a des fois des manifestations un peu réprimées durement. Mais on n'en est pas dans la... Certes, il y a une tendance peut-être à la criminalisation de certains mouvements sociaux, je peux l'entendre et on peut le dire, mais quand même, on peut mener des grèves, on peut mener des combats sans être jeté en prison. Là, c'était quand même totalement différent. Et les communistes vont connaître la prison dans les années 20, dans les années 30, de manière importante. Hein, ce qui change vraiment la donne, c'est le Front populaire. Il devient un parti respectable dans le modèle de la Troisième République. C'est quand même un paradoxe et on essaiera d'y revenir. Mais quand vous menez les batailles contre les guerres coloniales, guerre du Rif au Maroc, ou quand vous menez la bataille contre l'occupation de la Ruhr, hein, je ne reviens pas sur tous les enjeux des mobilisations qui ont été faites, eh bien, à tout moment donné, vous pouviez être mis en prison et même déchu de vos mandats électoraux. Donc, il y a quand même un grand changement par rapport, sans doute, à ce que vous connaissez et ce que l'on vit. Mais qu'est-ce qui permet de comprendre? Ça fait déjà 48 minutes, pardon, donc je ne dépasserai pas l'heure. Hein. Qu'est-ce qui permet de comprendre cette fougue et cette avancée du Front populaire? C'est les enjeux de la crise des années 30. Non, c'est pas 48, c'est 38. Ah bon, parce que moi, il y a marqué 48. Bon, alors, parce qu'il est juste le PowerPoint. Mais bon, alors c'est 38, tant mieux. Ça me laisse plus de temps. On avait mis avant. Ouais, la crise des années 30 permet de comprendre, en fin de compte, ce changement. Plusieurs choses dans la crise des années 30. D'abord, la France se croit, dans un premier temps, exclue de la crise de 29. Oui, la crise, elle touche d'abord les États-Unis, elle touche l'Allemagne, tout de suite, puisqu'elle était vraiment sous perfusion américaine. Et la crise, elle ne touche la France qu'en 1932. 3 ans après. Et 3 ans après, alors qu'en 1931, on vantait l'empire colonial, le centenaire que j'évoquais tout à l'heure et l'exposition coloniale, et on disait, bon, on ne sera pas touché par la crise, on est très fort, je ne reviens pas sur le discours que l'on peut avoir à certains moments donnés. Mais ce qui va faire qu'elle sera plus dure, c'est la politique déflationniste et la politique monétaire qui est mise en avant. Qu'est-ce qu'on voit? Souvent, on évoque le chômage. Là, vous avez ces photographies classiques où on a du travail pour tous et les gens qui viennent, qui sont chômeurs, etc. Sauf que le chômage, il pouvait être partiel et il n'était pas toujours déclaré et on n'a pas les chiffres réels du chômage des années 30. On a une partie des chiffres. Aujourd'hui, c'est connu. On a ce qu'il faut, on a la statistique pour le chômage. Dans ces années 30, on ne les avait pas. Deuxième aspect, la France est encore marquée par le monde rural. Hein, c'est le recensement de 1931 qui dit que plus de 50% de la population vit en ville, mais la définition en France d'une ville, d'un bourg, ça peut être un bourg rural, parce que c'est quelques milliers d'habitants, c'est pas 10 000 habitants, hein, c'est largement en dessous. Je crois qu'à l'époque, c'est entre 3 000 encore habitants ou 5 000 habitants qui fait qu'on ait une ville. Vous avez plein de chefs-lieux de canton qui sont plutôt ruraux, qui n'ont rien à voir avec des fonctions urbaines. Donc cette ruralité, elle est touchée aussi de plein fouet par une baisse quasiment de 50% de tous les tarifs, que ce soit dans le blé, que ce soit dans la vigne, que ce soit dans tout ce qui fait l'agriculture. Et face à ça, eh bien, la plupart des paysans, ils n'étaient pas tous propriétaires de leurs terres. Il y avait un prolétariat rural encore, il n'y avait pas la mécanisation, et vous aviez de nombreux fermiers, de nombreux métayers. Et ces métayers et ces fermiers, ben, c'est ce que l'on voit là sur cette photo. Alors je suis désolé, on la voit mal. Elle est publiée dans Regard en 1935, mais elle a été publiée aussi dans La Voix paysanne. En fin de compte, c'est en 1934, c'est dans les côtes du Nord, comme on disait à l'époque, ou côtes d'Armor aujourd'hui. C'est le village de Tréglamus, où vous aviez une saisie de métayers ou de fermiers qui ne pouvaient plus payer, et donc on avait des saisies. Et qu'est-ce qui va se jouer comme force de mobilisation? La Confédération Générale des Paysans Travailleurs, à l'image de la CGT, mais dans le monde paysan, va mettre en œuvre ce qu'on appelle la lutte contre les ventes saisies, avec la folle enchère. Et ça, vous en avez un très bel extrait. Je vous invite à le revoir, ce film, pour comprendre le Front populaire. C'est La vie est un nous de Renoir. Ciné Archive l'avait réédité il y a quelque temps. Et on voit bien ce passage de la folle enchère, où en fin de compte, les militants de la CGPT sont au milieu de la vente enchère. L'huissier arrive. Et puis, en fin de compte, cette vache, 1 sou. Je dis une bêtise en disant 1 sou, mais on met le minimum possible. Et puis, il n'y a personne qui
fait de la surenchère parce que c'est tenu par les militants. Et du coup, on rachète pour rien et on repermet aux fermiers, aux métayers d'être présents. Et ça a marqué 33, 34, 35, l'ensemble de la société rurale. Et pas simplement la CGPT, elle était alliée à la CNP, la Confédération nationale paysanne, hein, c'est assez intéressant, qui était plus proche de la SFIO, mais on voit l'unité à la base qui est en train de se mettre en œuvre sur d'autres registres qui ne sont pas simplement les registres face au fascisme. Alors oui, ils rencontraient là les fascistes de Dorgère hein, et les chemises vertes sur leur chemin, mais ça participait en fin de compte de cette lutte contre la crise. Mais on sait très bien que ça va déboucher cette crise économique sociale sur une crise politique et morale, avec une montée de l'extrême droite très forte, montée de l'extrême droite qui dénonce les étrangers, qui dénonce aussi le mouvement ouvrier, qui dénonce les juifs, avec le régime parlementaire s'écroule, révision de la Constitution, ça c'est un classique, hein, le Parlement, hein, avec en plusieurs mots et parle et aimant en même temps. C'est un classique de l'extrême droite française depuis le boulangisme et depuis de nombreuses années où on dénonce les élections, où on dénonce la représentation nationale, où on dénonce en fin de compte ceux qui constituent le socle de la République. Et là, je vous ai mis une petite affiche d'Algérie où l'abbé Lambert et les juifs, où il botte les juifs et les fesses des juifs, en montrant encore cet antisémitisme rampant qu'on avait dans les années 30 et qui n'est pas simplement en métropole, mais qui est aussi et largement développé dans les sociétés coloniales et dans l'Empire français. Donc, c'est cette crise économique, cette crise sociale, cette crise où, en fin de compte, on ne voit pas comment on en sort, qui amène à ce 6 février 1934. Hein, vous connaissez l'événement, je ne reviens pas là-dessus. Avec l'affaire Stavisky, les ligues appellent à manifester. Même l'ARAC appelait à manifester. Fondé en 17, proche du parti, je ne reviens pas là-dessus, mais il y avait cette dénonciation de ce qui n'allait pas dans la République. Mais vous connaissez la suite de la manifestation, c'est qu'ils ont marché sur le symbole même de la République, qui est le Parlement. Et là, ils ont franchi, on pourrait dire, le Rubicon, c'est-à-dire en marchant sur le Parlement. C'est vécu par la classe politique, c'est vécu par la société française, comme la marche sur Rome en Italie, comme ce qui s'est passé en Allemagne en 1933 et l'onde de choc d'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est une attaque de la République. Et face à cette attaque de la République, eh bien, on va voir se sceller au sein du Parti communiste, très tôt d'ailleurs, hein, dès la riposte du 9 février, la première manifestation à l'appel de la CGTU et du PC s'adjoignent des militants SFIO et des militants CGT, même s'il y a aussi des morts, hein, que l'Humanité titre « Il y a eu des morts et c'est des balles payées par les sociofascistes et les sociotraites ». C'est assez impressionnant de voir comment le tournant il va se faire assez rapidement. Et le 12 février, à la grande manifestation appelée, là cette fois-ci par la SFIO et la CGT, eh bien les militants communistes qui viennent, les militants de la CGTU qui viennent, unité à la base, unité antifasciste. Et c'est ça qui se joue, c'est comment, en fin de compte, on va déboucher sur l'unité antifasciste entre 1934 et 1935, avec le printemps des comités. C'est une très belle expression de ma collègue Gilles Vergnan, et il a entièrement raison. Partout, vous allez avoir des comités locaux qui vont se créer, où on retrouve la Ligue des droits de l'homme. Tiens, avant, on ne pouvait plus en faire partie, et puis on est revenu là-dessus. On retrouve la Ligue des droits de l'homme, on retrouve la CGT et la CGTU, et d'ailleurs qui, elles, sont dans une marche d'unification, qui va amener à la réunification syndicale. Où on retrouve certes des militants de différentes organisations de gauche, où on va avoir plus d'une centaine d'organisations. Alors, dans un premier temps, celui qui porte haut et fort au comité central et à la direction du parti, cette ligne-là, c'est Doriot, chose qu'on a totalement oubliée aujourd'hui. Guy Gérame, et puis Renaud Jean. Mais comme ils y vont un peu fort et un peu trop tôt en tant que tel, avoir raison trop tôt, c'est pas toujours très bon. Et vous savez, il est convoqué plusieurs fois par l'Internationale communiste Doriot, il ne se déplace pas, et donc du coup il est exclu. Et c'est Thorez et Eugène Fried qui vont mettre en place la ligne de Front populaire et de rassemblement véritablement des gauches. Première réunion, la SFIO en juillet 1934, et deuxième temps, les radicaux en octobre 1934. Et les radicaux, c'est fondamental, parce que le parti radical, dans le modèle de la Troisième République, il est au cœur de la vie politique. Serge Bernstein, mon patron et mon maître, disait c'est le parti pivot dans la Troisième République. Parti pivot, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il est au cœur du système politique. Mais
en même temps, c'est ses limites. Parce que s'il est au cœur du système, et s'il est au centre, une fois il peut être au centre droit, une fois il peut être au centre gauche. Je ne vais pas trop déborder sur le Front populaire, parce que ce sera traité à Toulouse par Dimitri Manessis, mais c'est la position du Parti radical qui fera l'échec du Front populaire. On y reviendra peut-être rapidement tout à l'heure en conclusion. Mais pour amener à cette union, à cette unité, alors la photo classique avec Thorez, Front populaire, tous unis, parce que c'est à Nantes, à l'automne 1934, qu'il va rencontrer les radicaux avant le congrès du Parti radical pour ramener les radicaux dans l'alliance du Front populaire. Donc là, on est en octobre 1934. Là, c'est un grand magazine de l'époque, puisque la presse écrite avait un rôle important, et surtout la photographie entre dans la presse écrite vue, qui présente si les Français se battaient, Front National ou Front Populaire. Très intéressant de retrouver Front National, déjà à l'époque sur le drapeau bleu-blanc-rouge. Même si on sait très bien qu'il y aura un autre Front National pendant la Résistance et d'autres choses. Mais voilà les comités locaux. Je vous ai présenté le comité départemental là, du Finistère. Pain, paix, liberté, avec le slogan, le ciment du programme du Front populaire. Donc pain face à la crise économique et sociale, paix face au fascisme qui est la guerre en Éthiopie. Il ne faut jamais perdre de vue le réarmement aussi de l'Allemagne nazie et tout ce qui se joue. Et puis liberté, liberté face au fascisme, face à la menace fasciste des ligues factieuses, etc. Eh bien, ça débouche sur le 14 juillet 1935. Et date symbolique importante, ô combien qu'est le 14 juillet dans notre imaginaire national et dans notre représentation de la République. Le 14 juillet, c'est pas simplement la prise de la Bastille, c'est la fête de la Fédération en 1790, et c'est la suite, comment elle devient la fête nationale et comment elle devient la fête revendiquée dans la République, où on fait le serment, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques dans le développement de la paix humaine, etc. Donc on est au cœur même d'un projet politique émancipateur où non seulement le PC a eu un rôle moteur et de laboratoire, et ça c'est important parce que c'est la ligne Thorez-Fried qui l'emporte, et puis deuxièmement, où on va élargir l'idée de démocratie libérale et de république à la démocratie sociale, et ça, je vous invite quand même à voir ces images du 7e congrès de l'Internationale communiste, où la délégation française est la plus importante. C'est celle qui va donner le là du congrès. Et sur le là du congrès, eh bien, allez, si quand même, on va aller le voir. On va à Ciné Archives. Ah, mince. Redonne-moi la main. Qu'est-ce que tu me fais? Où est-ce qu'il y a ma souris? Ça y est, j'ai perdu la souris. Pardon. Voilà. Ah mince, vous l'avez vu? Ouais, super, on va faire ça. Voilà. Hop. C'est si on va faire. C'est si on va faire. On va faire. C'est ça. On n'est pas plus grand? Non, il n'est pas. Non. Voilà. Alors, je suis désolé, c'est le son de l'ordi de mal. Mais bon, c'est Cachin qui applaudit. C'est vraiment gloire au Parti communiste français, alors que le KPD s'est effondré, que le KPD n'a pas pu résister face à Hitler, que d'ailleurs les communistes sont dans les camps. N'oublions jamais que des 34 d'Arao, il est fait pour eux, et toutes ces logiques-là, et qu'il y a de nombreux réfugiés. Que celui qui a permis aussi ce laboratoire, c'est Dimitrov, qui est sorti des griffes des procès, puisqu'il était accusé d'avoir fait l'incendie du Reichstag, etc. Je ne reviens pas, c'est des choses connues. Mais lorsqu'il est expulsé, qu'il quitte l'Allemagne après son procès en octobre 1934, lui, il développe la ligne antifasciste dans le cadre de l'Internationale communiste. Et la France en devient le laboratoire. Alors on va essayer d'avancer, parce que ce que je voudrais vous montrer... Le rôle essentiel dans l'histoire de notre pays, c'est dire, camarades, l'importance des succès que notre parti vient de remporter. Oui, l'importance des succès, c'est les municipales de 1935. C'est la fameuse banlieue rouge qui est en train de se dessiner. C'est l'implantation communiste dans la société française et, autre aspect, les cantonales aussi 1935. Il ne faut jamais perdre de vue, on dit souvent c'est les élections de 1936.
Mais non, il y a les élections de 35 d'abord. Et c'est toujours dans ce jeu d'échelle que je présentais tout à l'heure, et j'aime bien partir de là, du local au régional, au national. Vous gagnez des municipalités, et bien vous avez un poids plus fort après pour des régionales, vous avez un poids plus fort après pour des nationales, etc. etc. Et puis dans quelles conditions, dans des logiques d'union programmatique, etc., etc. Donc Cachin développe tous les succès. Il y a plusieurs orateurs du Parti communiste français. Moi, j'avais fait ma thèse sur Val-des-Crochets. Val-des-Crochets est intervenu sur les paysans et expliqué comment le communisme s'implante dans le monde rural. Non seulement par la folle enchère que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi d'autres enjeux et d'autres aspects. Mais surtout, ce que je voudrais vous présenter, c'est la fin du congrès. Enfin, si vous me laissez aller, voilà. Où on a Thorez qui intervient. Immédiate pour le peuple, la paix et la liberté. Et qui développe le programme et le projet. Un attachement particulier envers notre parti communiste. Et donc, il présente les succès. En gros, c'est faire comprendre les succès de la ligne antifasciste et de la ligne de Front Populaire. Et surtout, le congrès se termine comme ça. Bon, j'arrête. Vous l'avez sur Synarchive, vous pouvez le retrouver facilement. Mais pour moi, c'est fondamental parce que ça permet de comprendre non seulement cette rencontre entre le Parti communiste et la nation, souvent on a dit cette présentation du Front populaire, etc., mais ça permet de comprendre la matrice profonde du communisme français. C'est la matrice de la Révolution française. On ne peut pas comprendre le Parti communiste français simplement par la logique de la greffe venant de Moscou. Je ne dis pas que le contrôle de l'international communiste n'a pas existé, loin s'en faut, il a été de plus en plus fort à partir de 24, à partir de 28, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais en même temps, désolé, il y a une matrice liée à la Révolution française. Et d'ailleurs, Roger Martelly le montre bien, et nous avait donné les cartes et avait travaillé là-dessus, les cartes des comités de la Révolution française de l'an 2, etc., eh bien, si on les calque par rapport à l'implantation communiste, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'énigme communiste qui vient de publier à la dispute, on n'allait pas remettre les mêmes cartes dans les deux, eh bien, il montre bien que vous avez une superposition. Alors, je sais bien que superposer des cartes, ça ne veut pas dire que c'est la même chose, parce que les populations ont changé, parce que les rapports sociaux ont changé, parce que, etc. Mais il y a quelque chose qui se joue. Et qu'est-ce qui se joue ? D'abord, cette matrice de la Révolution française. Deuxième matrice, celle de 1848-49, avec les démoxocs, les démocrates socialistes en 49. La troisième, oui, les communes, parce qu'on dit la commune de Paris. Mais sauf que vous avez un mouvement communaliste qui n'est pas spécifique, certes, qui est le plus important à Paris, mais vous avez une commune au Creusot dans la région, et vous avez des communes dans le sud de la France, etc. Et donc, toute une matrice du mouvement ouvrier beaucoup plus ancienne qui s'est retrouvée au sein de la SFIO. Alors certains ont présenté plus le syndicalisme révolutionnaire. Oui, ils ont participé à l'adhésion au début à la Troisième Internationale. Et ceux qui venaient aussi de là, parce que quand il y a une greffe, il y a le greffon. On connaît tous, puisqu'on est plus du monde rural, même si on vient de la ville, on sait ce que c'est qu'un greffon, on sait ce que c'est qu'une greffe. C'est l'arbre sur lequel le greffon prospère, qui est aussi le plus important, parce que c'est lui qui a les racines, c'est lui qui est présent dans cela. Et c'est ce que j'essayais de vous dire, c'est de montrer en fin de compte, c'est s'il y a rencontre au moment du Front populaire, s'il y a vraiment cet élan et cette adhésion et tout, mais tout simplement parce qu'il ne pouvait pas être un corps étranger à la nation. Et c'est pour ça que moi, on a un débat conceptuel sur tous ceux qui disent c'est une contre-société. Je suis fondamentalement opposé à l'idée de contre-société comme concept du Parti communiste en France. Parce que les militants, ils sont dans leur société. Ils apprennent à l'école primaire, même s'ils ne vont pas au-delà de l'école primaire, puisque pendant très longtemps, la classe ouvrière et le peuple, on ne leur permettait pas de dépasser le certificat d'études primaires, etc. Ils ont les mêmes valeurs, ils ont le même langage, ils ont les mêmes mots. Alors oui, il y a des différences, mais c'est des différences classiques entre gauche et droite. Et j'en termine vraiment là-dessus, parce que là j'aurais fait presque l'heure, et ça serait trop, c'est que tout cela
nous amène à comprendre une grande question qui s'est posée à Tours, que Bloom a posée d'ailleurs. C'est très intéressant de relire ce que dit Bloom. C'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est mis à Tours, c'est présent en 1936 au moment du Front populaire, c'est présent en 1946, 1944, 1946, 1947 au moment du retour après la libération et la nouvelle constitution de la 4e République, c'est présent en 1981, c'est présent, etc. Mais jamais, au grand jamais, ni le PC, ni la SFIO ou le PS n'ont dépassé le modèle républicain. Certes, ils l'ont amendé, enrichi, élargi à la démocratie sociale, toutes les conquêtes du Front populaire, toutes les conquêtes de la libération, tripartisme, du CNR, etc., les jours heureux, mais jamais ils n'ont instauré le socialisme. Parce que ce qui est le plus fort, c'est la République. Je termine là-dessus. Merci. Et, voilà. Et si vous voulez, simplement, et je vais quitter le film, parce que du coup, il faut que je l'enlève. Bon, c'est sympa d'entendre la discussion. Bon, je vais quitter.